Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie. Place à la rencontre. Aujourd'hui, nos deux invités sont respectivement réalisateurs et scénaristes. Et demain, sur les écrans, vous pourrez découvrir le deuxième film qu'ils ont fait ensemble. Après Les Misérables, immense succès critique et public sorti en 2019 qui suivait Guada, Chris et Stéphane à la BAC de Montfermeil, voici Bâtiment 5 qui suit Abby, jeune femme qui se mobilise contre le réaménagement urbain de son quartier. Deuxième film, donc deuxième volet d'une trilogie sur les territoires abandonnés de la République et qui se concentre sur la question ô combien cruciale du logement. Bonjour Lajli. Bonjour. Bonjour Giordano Gedarlini. Santé. Bienvenue à tous les deux dans les midis de culture. À quel moment vous êtes-vous dit ou avez-vous réalisé que vous étiez en train de réaliser justement une trilogie? Lajli. Ça s'est fait pendant l'écriture des Misérables, quand on a commencé à écrire Les Misérables. L'histoire que j'avais envie de raconter, on s'est rendu compte avec Giordano que en un film c'était pas assez. On s'est dit pourquoi pas penser une trilogie et faire 3 volets. Donc on a eu ce premier volet qui était Les Misérables, qui parlait surtout de violences policières. Ensuite Bâtiment 5 qui parle du mal logement. Et ensuite il y a le dernier volet qui parlera de quoi? Qui parlera, pour l'instant le sujet est encore, enfin on n'en parle pas trop, mais on sera plus dans les années 90 parce que l'idée de cette trilogie, c'était de témoigner de ce que j'ai pu vivre sur ces 30 dernières années dans mon quartier à Montfermeil. Et surtout témoigner de ce que les habitants des quartiers vivent, parce qu'en parlant de Montfermeil, je me rends compte que je parle aussi de tous les quartiers de France, parce que c'est exactement les mêmes problématiques. Donc voilà, c'était une façon de témoigner, de raconter ce qu'on vit de l'intérieur, parce que malheureusement, on a tendance à parler de nos quartiers à travers les médias. Enfin, on entend parler des quartiers à travers les médias, à travers les politiques, et on se rend compte qu'il y a un fossé énorme entre ce qu'ils racontent et la réalité du terrain. Et moi, pour avoir archivé ce territoire pendant quasiment 30 ans, non, je me suis dit que c'était important de témoigner, de raconter nos histoires. Donc c'est un peu à cause de vous, Giordano Gedarlini, qu'il y a cette trilogie, c'est-à-dire que quand Lajli vous raconte tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a à dire, c'est vous qui poussez, qui vous dites attends, on va se concentrer d'abord sur un premier thème et ensuite peut-être d'autres films. Non, en fait, il avait déjà cette idée d'avoir des films qui ont des personnalités assez différentes. C'est-à-dire qu'on va retrouver l'ADN de Laj dans tous ses films, c'est Laj dans tous ses personnages, on sent c'est habité quoi de cet univers-là. Mais il savait que c'était 3 films qu'il faut aborder par un prisme un peu différent. Déjà, si on fait une distinction entre Les Misérables et Bâtiment 5, Les Misérables, c'est un film de rue, c'est un film de policier. C'était un film bonhomme, c'était volontairement un film sur la testostérone, sur ces types qui sont incapables de discuter. Et ce sont des gens qui sont assez arrogants, très agressifs. L'histoire se passait au pied de l'immeuble. Et ici, on entre dans l'immeuble. Bâtiment 5, c'est un film plus intimiste, c'est un film de fait plus féminin, parce qu'on va rencontrer les familles, les mamans, Abby qui est un personnage important. Donc c'est des films qui sont conçus différemment, et le troisième a encore une autre approche. Alors moi j'ai présenté ça comme une trilogie sur les territoires abandonnés ou oubliés aussi, on dit, de la République, mais vous l'avez dit Lajli, en fait la question du logement, on va y revenir, mais c'est une question cruciale pour tous les Français, toutes les Françaises. La question des violences policières, en fait on pourrait dire aussi qu'elle arrive en dehors de ces territoires-là, même si effectivement c'est plus dans ces territoires-là qu'on les documente, ou du moins que l'information passe. Est-ce que vous voulez renoncer quand même à l'idée d'une idée de trilogie sur ces territoires-là et l'appeler autrement, c'est vraiment une trilogie des dernières problématiques des Français, ou comment on pourrait la formuler? C'est vrai que moi, en écrivant, je raconte surtout mon histoire, je parle surtout de mon village, qui est mon quartier, qui est la cité dans laquelle j'ai grandi. Mais je me rends compte finalement, je parle de toute la France. Quand on fait Les Misérables, on parle de violences policières. Au début, on a l'impression que les violences policières, elles concernent surtout les habitants de ces quartiers. Et on a pu s'en rendre compte avec la crise des Gilets jaunes que les violences policières existaient vraiment, et que tous les Français étaient touchés. Donc c'était pas juste un sujet qui concernait les habitants des quartiers. Et là, avec le logement, c'est pareil. Moi, c'est une histoire qui est avant tout personnelle à la base, où je raconte que quand mes parents sont arrivés dans les années 80, ils ont tous acheté, parce que la cité des Bosquets, c'est une copropriété privée, et c'est pas une cité HLM. Donc nous, on a tous été propriétaires dans le quartier. Donc
voilà, au bout de 20 ans, quand nos parents ont fini de payer les crédits avec des taux d'intérêt qui étaient énormes, je crois à l'époque c'était 15%, ils payaient, moi j'ai le souvenir, ils payaient 6 000 francs de charges trimestrielles, alors que les bâtiments étaient dans un état mais catastrophique. Donc on a toujours eu cette impression de s'être fait arnaquer quelque part, et au bout de 20 ans, on nous dit que voilà, ces appartements ne valent plus rien, qu'on va être exproprié pour 15 000 euros. Donc ça a été un drame pour les habitants. Ça a été un drame de se dire qu'on a payé toute notre vie et à la fin, on se fait arnaquer et qu'on perd notre bien. Donc c'est vraiment une situation qui est juste folle. Et en traitant le sujet, on se rend compte que c'est pas juste dans ma cité, dans toutes les cités de France, on a l'impression que c'est les mêmes problématiques et pas que les cités. Là, c'est un sujet universel lié à l'habitat. C'est un sujet universel. Là, on présente le film on présente le film à travers toute la France et à chaque fois on rencontre des associations qui militent contre le mal logement. Et on se rend compte que c'est pas que les cités qui sont concernées, il y a aussi les zones rurales. Donc c'est un sujet qui concerne plus de 6 millions de mal logés. Donc c'est un sujet important et c'est un sujet qui reste quand même national. Moi j'habite au Grand Bosquet, donc forcément je suis au courant du projet de rénovation. Mais je viens de découvrir qu'il avait complètement changé. Les nouveaux logements qui sont prévus, ils n'ont plus la capacité d'accueillir de familles nombreuses. J'ai pas le dossier en tête, mais ce que je peux vous dire, c'est que la ville fait vraiment de son mieux pour rénover ce quartier. Bah non, justement. Là, il y a des quartiers où t'as jamais mis les pieds. Mais tu sais ce que ça veut dire que d'être maire d'une ville comme celle-là? À quoi ça sert de reconstruire des immeubles et de changer tout un quartier? C'est pour se retrouver avec exactement les mêmes problèmes. On parle de quoi exactement? De problèmes sanitaires? Problèmes scolaires? D'insécurité? Droits des femmes? On parle de quoi exactement? On parle de problèmes de personnes qui causent des problèmes. On a la plus grosse concentration d'étrangers taux de département. Et à ça, tu rajoutes le record de délinquance. Tu vois pas comment ça se passe dehors ou quoi, toi? On est face à une occasion en or. Ça fait des années que la mairie va expulser ces gens. Je vois pas virer des gens le jour de Noël. Parce que c'est à ça qu'elle vous sert, vous, la police? C'est mignon, mais ça sert à rien. C'est très bien, quoi qu'on fasse, on passera toujours pour la racaille qui vandalise. On ne peut pas être que en colère. On ne peut pas. Si on en a marre de voir toujours les mêmes nous gouverner, c'est à nous d'agir. Et toi, comment tu te définirais? Moi, je suis une Française d'aujourd'hui. Bâtiment 5, la bande-annonce demain sur les écrans au cinéma, réalisée par vous, Ladjli, et coécrit avec vous, Giordano Gederlini. Vous êtes nos deux invités. Merci beaucoup. Alors, on l'a entendu dans cette bande-annonce. La question, c'est la question du réaménagement d'un quartier, de la ville imaginaire de Montvilliers. Mais j'aimerais revenir sur le début du film, le tout début du film. Je ne spoile rien, du coup. Ça commence par 3 morts. La mort de la grand-mère d'Abby, la mort du maire de Montvilliers et puis celle du bâtiment qu'on détruit. Pourquoi avoir ouvert sur 3 morts ce film? Ladjli ou Giordano Gederlini? Vous ne vous renvoyez pas la balle, vous l'avez écrit ensemble. Pourquoi avoir ouvert le film? Déjà, en écrivant le film avec Giordano, on s'est dit qu'il nous fallait une scène d'ouverture très forte. On s'est dit comment écrire une scène qui décrit à peu près toutes les problématiques qu'on peut avoir en habitant dans cette tour. Donc d'où cette première scène d'ouverture avec le cercueil. Malheureusement, c'est une séquence qu'on a vécue, voir descendre un cercueil. Si vous pouvez la raconter parce qu'elle est, elle est complètement folle. La mère de Abby, le personnage principal, la grand-mère de Abby qui décède dans son appartement, et donc voilà, il y a le deuil et finalement il y a une descente de cercueil parce que l'ascenseur ne fonctionne pas depuis des années. Donc on descend ce cercueil du 4e étage et c'est quasiment, je vais pas dire un plan séquence, mais on prend le temps d'être avec ses habitants, de les accompagner durant toute la descente et on comprend toutes les problématiques qu'il peut y avoir dans ce bâtiment. Oui, c'est ce qui est assez bouleversant. C'est à la fois cette solidarité qui est très forte, parce que tu parles de village très souvent, et quand on y va, on a vraiment l'impression d'être dans un village. C'est un village qui est un peu différent du village avec son église au centre, mais en tout cas, il y a cette solidarité, tout le monde se connaît. Et l'idée de cette scène d'ouverture, c'est de raconter que non seulement on vit mal, mais on meurt mal dans ces logements où les ascenseurs sont en panne continuellement, où on peut pas venir avec une nacelle. Il y a des poussettes dans les cages d'escalier, des vélos. C'est ça, c'est vivant, mais c'est difficile de cohabiter, de vivre, et en même temps tout le monde se connaît. Et quand il y a un drame, parce qu'il y a plus tard dans le film il y a un autre drame, il y a une solidarité qui est
moi je trouve vraiment émouvante. C'est une vraie solidarité. Il y a les familles. C'est pour ça que je faisais la différence avec Les Misérables. Ici, c'est un film plus familial, en tout cas dans cette entraide, dans des gens qui se comprennent, qui ont les mêmes problèmes et qui essayent au mieux de se filer un coup de main. Alors d'ailleurs, dans cette scène inaugurale, la mère d'Abby, donc qui vient de perdre sa propre mère, dit « c'est affreux de vivre et de mourir dans un endroit pareil ». Et c'est tout le paradoxe en fait de ce bâtiment 5, c'est que c'est affreux et en même temps c'est toute leur vie et Abby elle-même ne veut pas y renoncer à ce bâtiment. Vous avez travaillé sur ce paradoxe, Ladjli ? Non, mais bien sûr, pour nous c'est important. C'est vrai que souvent on dit que ces ghettos sont mal entretenus, sont dans un sale état, mais nous ça reste notre habitation. On a toujours vécu là. Ouais. C'est là. Enfin, la plupart sont nés ici, se sont mariés ici, ont toute leur vie, tous leurs souvenirs. Et ce que je disais, c'est que voilà, malheureusement, quand on a une tour qui s'effondre, bah, c'est tous les souvenirs qui s'effondrent avec. Donc voilà, ça reste notre village, on est attaché à ce lieu et le drame aujourd'hui, c'est que les habitants sont obligés de partir. Ils sont obligés de partir et ils n'ont pas envie. Moi, j'ai encore plein de mamans qui ont tous leurs souvenirs là, qui ont toutes leurs copines. Mais elles veulent pas partir de ces bâtiments ou elles veulent pas quitter cette ville-là. C'est cette ville-là. Après, c'est aussi notre rôle en tant que scénariste de dire qu'on va essayer d'être le plus neutre possible. Par exemple, le personnage du maire, c'est le personnage on a eu le plus de mal à écrire. On se rend compte que il y a énormément de travail de recherche, on a été écouter énormément d'interviews, on s'est dit qu'on allait récupérer des phrases qui ont été dites sur certains politiques, mais quand on les réécrit dans le scénario, bah ça colle pas parce qu'on a l'impression qu'on est tout de suite dans la caricature. Donc il y avait un vrai taf de recherche et d'équilibre à trouver pour chaque personnage. Il est difficile et on nous le reproche de toute façon. Il y a quelques jours, j'avais une discussion avec un monsieur qui avait vu le film et il nous dit et pourquoi le maire est blanc ? J'ai dit mais pardon. Voilà, parce qu'il y a le maire. Je lui ai demandé mais en France, est-ce que vous pouvez me citer un maire noir en France, un maire on peut les compter, maghrébine, on peut les compter à part Rachida Dati. Puis il m'a regardé. C'est qu'à un moment donné, on a l'impression que les gens ont peur en fait de ce qui est raconté parce que ça colle pas avec ou leur vision, je sais pas, stéréotypée, politique. Et ils aimeraient que pour cette cité, il y ait un maire noir. Et d'ailleurs, c'est le début du film qui est comme ça, il faut le dire. Le maire adjoint Roger, qui connaît le terrain, qui connaît tout le monde, mais qui est plein d'ambiguïté, qui fait quand même des magouilles, des arrangements avec les élus, est noir et connaît très bien le quartier. Mais on lui dit, lors de la mort du maire d'une crise cardiaque, tu ne deviendras pas le maire. Le maire, ça va être un pédiatre issu des quartiers riches, issu d'un quartier résidentiel, qui a les mains propres justement, parce qu'il y a aussi des affaires de marché qui tombent, qui vont peut-être tomber sur la tête du maire adjoint. Et effectivement, il y a quand même la couleur de peau rentre complètement en compte. C'est-à-dire que l'élu, la députée, interprétée par Jeanne Balibar, dit tu présenteras mieux aussi. Au fond, c'est ça, tu présenteras mieux parce que t'es blanc. Bah, ça décrit un peu l'état de la politique des quartiers, la politique de la ville. On se rend compte que c'est beaucoup d'arrangements, beaucoup de magouilles. Et avec ce plan de rénovation urbain, nous, par exemple, sur la ville de Clichy-Montfermeil, je pense qu'il y a eu plus d'1 milliard d'euros qui ont été dépensés. Donc à partir de là, bah oui, avec toute la spéculation immobilière, toutes les sociétés qui essaient de se positionner pour avoir des marchés, on sait tous que c'est pas clair, qu'il y a plein d'arrangements. Et voilà, c'est ce que le film raconte. Roger, qui devait succéder au maire décédé, bah malheureusement il peut pas parce qu'il a un procès en cours, il risque de tomber à un moment. Donc ça décrit aussi la réalité de la politique. Et surtout, il est noir. Donc un maire noir, comme je disais, en France, on peut les compter. Il y en a, je peux les compter sur une main. J'en ai vu très rarement des maires noirs. Donc il y a tout ce truc qui fait que les choses n'évoluent pas. Et en même temps, nous, le personnage de Abby, qui incarne quand même le personnage qui incarne l'espoir, et qui va finir par se battre, qui va militer, qui va monter son parti politique, et finir par prendre peut-être le pouvoir. Donc le message, il est là. C'est à un moment donné, oui, la violence ne mène à rien. Nous, on a vécu la violence, les révoltes de 2005, en 2018, là encore dernièrement avec la mort du jeune Naël. Donc on se rend compte que ça ne fait pas avancer les choses. Donc comment on fait en sorte de trouver d'autres solutions pour essayer d'avancer? Et moi, je pense qu'aujourd'hui, la solution, elle peut que être politique. Il faut une vraie volonté, en tout cas politique, pour changer les choses. Sur les révoltes urbaines, on appelle ça les émeutes aujourd'hui, beaucoup disent mais ils sont idiots ces jeunes, pourquoi ils brûlent les voitures de leurs parents, pourquoi ils brûlent l'école. Mais en fait, ce sont des quartiers qui ont été construits comme ça. Ils sont très faciles à cerner par les CRS, par les forces de l'ordre. Et en plus, traditionnellement, les jeunes d'un quartier vont pas aller
saccager le quartier des voisins, parce qu'il y a toujours un côté territorial. Et donc, ils sont dans un chaudron duquel ils ne peuvent pas sortir. Et cet isolement, c'est quand même quelque chose d'assez singulier dans les banlieues françaises. Ça a été conçu comme ça. Ce sont des territoires qui sont faciles à... Allez-y. Non. Qui sont faciles justement à bloquer, à cerner. Et c'est pour ça que ça ne se répand pas aussi facilement. Et que les Gilets jaunes, c'était une nouveauté que en plein centre de Paris, sur les Champs-Élysées, il y avait eu ce type d'affrontement. Et on voit bien que c'était pas des jeunes des quartiers. Les jeunes des quartiers sont bloqués, coincés. C'est difficile. Et moi, j'ai le souvenir même gamin, à chaque fois que les policiers intervenaient, ils nous disaient clairement, oui, vous pouvez faire des conneries. Tant que vous sortez pas de la cité, vous n'allez pas dans les zones pavillonnaires, vous n'aurez pas de problème. Mais à partir du moment où vous sortez de la cité, là, ça pose un vrai problème. Donc, on a toujours été, nous, cloisonnés, et se dire, voilà, on reste dans notre cité, on sort pas. L'urbanisme sert à ça, et on connaît les grands travaux à Paris d'Haussmann, où justement... Oui, mais il y a eu un impensé peut-être, parce qu'on parlait de la rénovation, et dans les années 2000, quand on repense à ces quartiers, quand l'ANRU, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, prend en charge ces rénovations, elle se dit aussi, on va ouvrir autrement, on va transformer visuellement les quartiers. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu un impensé qui a été très clair, qui a été de ne pas penser à la population qui était là et à ne pas leur demander leur avis, puisque vous l'avez dit. Ou alors ça a été très pensé, justement. Le vrai problème, il est là. Déjà, ça a été très pensé. On se rend compte que quand on prend toute l'architecture, tout est fait en sorte pour que la police puisse circuler plus facilement. Enfin, on a l'impression qu'il y a une stratégie qui est mise en place dans toutes les cités. Pour avoir visité plein de villes où il y a le plan de rénovation urbain, j'ai l'impression à chaque fois, je suis dans le même quartier, c'est la même architecture, c'est les mêmes rues. Donc on se dit, il y a quand même cette volonté de... Oui, mais les grandes barres, c'était la même chose. Ça se ressemblait partout. Il y avait une idée de modèle français. De changer ça reste un modèle français. Mais là, on a l'impression que ça a été pensé autrement. Et le vrai problème, surtout, c'est que la population n'a pas été concertée. Aujourd'hui, on a tous ces architectes, tous ces penseurs qui sont là, qui ont pris plein de décisions, sauf qu'à aucun moment, ils sont venus voir les habitants pour demander leur avis. Donc je pense qu'il y a ça aussi, c'est un des problèmes, parce que nous, on vit dans ces quartiers, on connaît ces quartiers. À un moment donné, la moindre des choses, c'est quand même se concerter avec les habitants pour avoir leur point de vue aussi. Jardin. Oui, un détail, c'est que certains balancent des chiffres comme ça. Depuis 10 ans, on a dépensé des milliards. Mais quand il faut refaire des villes entières, où il faut tracer des autoroutes, où il faut refaire un métro, ça coûte horriblement cher. C'est on casse pour refaire. Et ça, il y a un discours qui est terrifiant, qui dit regardez, puisque maintenant ce sont des sauvages, c'est officiel, ils ne savent pas vivre correctement, c'est eux qui ont abîmé. Vous faites référence à beaucoup de choses au concept d'ensauvagement qu'on entend constamment, c'est-à-dire qu'il faut déshumaniser. Et la preuve est là, dans les bâtiments. Regardez, ils ne savent pas vivre correctement, et on dépense des milliards pour eux. Non, mais s'il faut repenser des territoires entiers, évidemment que ça coûte une fortune de refaire une autoroute, de désenclaver, parce qu'on corrige les erreurs des années 60. Mais donc, il faut le faire avec concertation et sans que ça implique une forme de gentrification. Vous avez dit tout à l'heure, Ladjli, on essaye d'avoir le point de vue le plus neutre possible, mais c'est impossible. Et c'est même pas souhaitable sur ce genre de sujet. On a envie d'engagement. En revanche, on peut souligner que la multiplicité des personnages, parce qu'on a parlé d'Abby, mais il y a aussi en fait d'autres personnages. Il y a Blaze, son meilleur ami, il y a la famille syrienne qui a accueilli, il y a le maire adjoint, on les a évoqués. Tout ça constitue une constellation de points de vue très différents qui évite justement le côté peut-être trop manichéen, mais vous n'êtes pas neutre. Non, mais bien sûr, on n'est pas neutre. Dans l'idée, en tout cas, on essaie d'être dans l'idée de justesse et d'être juste dans le propos, dans ce qu'on raconte, de décrire cette réalité sans forcément prendre parti. C'est dans ce sens-là où je dis ça. Après, c'est vrai qu'on aurait pu écrire le personnage du maire différemment, on aurait pu être dans la caricature, on aurait pu un peu en exagérer, mais voilà, dans l'idée de justesse, c'est décrire une réalité et la réalité la plus juste. Est-ce que vous aimez vos personnages, j'ajoute même ce rôle du maire qui est incroyablement interprété par Alexis Oui, je pense qu'on les aime tous. Ils ont tous un peu une part d'humanité. Et même le personnage du maire, qui est quand même un personnage pas très sympathique, mais on se rend compte qu'il a toujours une part d'humanité. On le découvre dans sa famille, avec ses enfants. Donc voilà, c'est avec tous nos personnages, on essaie de leur apporter un côté humain.
Et une fois que Ladj a fait le casting, c'est vrai qu'on reprend en général les dialogues des uns et des autres pour que ça soit plus en bouche, pour que ça soit plus vivant. C'est sûr que le cinéma de Ladj, on parle d'abord des thèmes, mais c'est d'abord un très grand cinéaste. Moi, j'ai le bonheur de travailler avec lui. Et quand je vois le travail qu'il fait avec des comédiens, avec Antadio, Steve Choncho qui joue ce Roger, le maire adjoint terrible. Il est truculent, il est incroyable. Et Antadio qui joue donc à Abby. Exactement. Et Aristote qui fait le personnage. Il y a ce travail de mise en scène il est déjà très exigeant sur le scénario pour qu'il y ait un rythme, pour qu'il y ait un travail sur des ellipses, sur une façon de raconter une histoire. Faut pas oublier que c'est du cinéma et nous on accepte toutes les critiques parce que voilà, à un moment donné, ce sont des partis pris. Il y a un choix de cinéma qui est celui de Ladj. Moi, je me mets à son service et ça donne des films vraiment, que je trouve puissants, qui ont une énergie, un rythme qu'on voit pas ailleurs dans le cinéma français, qui par moments est très feignant. Et dans le cinéma français ? Ouais, je trouve par moments très feignant dans sa mise en scène, dans des choix de sujets où tu dis ok, on est dans l'air du temps. Et Ladj, évidemment, il enfonce les portes avec un coup d'épaule, mais c'est cette énergie qui manque, je crois, chez d'autres cinéastes. On va revenir justement sur la mise en scène. Oui, c'était une belle déclaration. Alors là, pour le coup, on va revenir sur la mise en scène parce que justement, tout le propos dont on a parlé, effectivement, c'est pas un film à thèse non plus. Ça suscite évidemment le débat, mais il y a une importance de la mise en scène. Mais j'aimerais vous faire écouter un extrait d'une série où on retrouve exactement la même situation de départ que votre film. I don't know, man. I mean, I'm kind of sad. Them towers be home to me. Ils auraient dû faire sauter ces putains de tours il y a des années, si tu veux que je te dise. Merde, elles avaient pas que du mauvais, c'est tout. J'ai vu se passer de ces trucs dans ces immeubles qui m'ont fait toujours marrer quand j'y repense, tu vois. D'ici quelques instants, les tours de Franklin Terrace, ils sont derrière moi. Ces tours où s'étaient malheureusement enracinés les problèmes les plus criants de cette ville auront disparu. Tu sais de quoi ils parlent? Ferraille et de béton. Ferraille et de béton à la con. Tu piges pas, je parle de gens, de souvenirs et tout. Ça, c'est autre chose. Ils vont raser ces bâtiments pour en construire d'autres. Mais les habitants, ils s'en foutent des habitants. D'ici très peu de temps, vous verrez des logements à prix modéré bâtis ici, à leur place. Cousin, vidéo 221, j'étais tout le temps fourré là-bas. À qui tu le dis? Le seul problème, c'est que t'as plus de taf. Pourquoi tu dis ça? Réfléchis, t'avais des gens de toute la ville, de tout le comté. Quand ils voulaient de la cam, n'importe laquelle, où est-ce qu'ils allaient? Chier, il a fallu que ces connards du centre-ville en costard viennent nous saccager notre meilleur territoire. Comptez avec moi. 3, 2, 1. Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie. The Wire, saison 3, c'est le premier épisode qui date de 2004. C'est la série fameuse créée par David Simon et coécrite avec Ed Burns. Et on entend, donc, ce premier épisode s'ouvre sur la destruction, en fait, des tours qui poseraient des problèmes à Baltimore, qui est le début aussi de votre film, à vous deux, Ladjli et Giordano Gederlini. Je veux justement évoquer la mise en scène. Vous avez utilisé beaucoup les vues aériennes, les drones. Avant de venir à ça, parce que ça c'est quand même des plans assez magnifiques, on a parlé de la scène d'ouverture, donc avec le déplacement du cercueil dans les escaliers. Le film Les Misérables se finit dans une cage d'escalier. Ça commence là, dans une cage d'escalier, pour deux moments différents. C'est la fin dans Les Misérables. On ne sait pas ce que ça va donner. Là, le début... Ça commence, mais c'est le début avec une mort. Qu'est-ce que vous avez avec les escaliers? Qu'est-ce qu'on a avec les escaliers? Bonne question. Sont en panne. La force de monter, de descendre, de traîner. Non, mais c'est vrai, j'ai un rapport particulier avec les escaliers. Après, je pense que j'ai beaucoup traîné dans la cage d'escalier, je pense. Je dois avoir un truc spécial avec ça. Mais c'est vrai qu'avec Les Misérables, on finit dans cette fameuse cage d'escalier avec le personnage d'Issa qui est sur le point de jeter le cocktail, et l'ouverture du bâtiment 5, on est encore dans cette cage d'escalier, on ouvre le film avec, et pour moi c'est important, parce que c'est des lieux que j'ai beaucoup fréquentés. Nous, en habitant dans ces tours, la cage d'escalier, c'est un endroit où tu es obligé de passer par là, c'est un endroit où tu traînes, c'est un endroit où tu vas chez les potes, chez les amis, tu passes d'étage en étage, il y a de la vie dans ces cages d'escalier. Donc pour moi, c'était important de
de tourner dans cette cage et dans le troisième aussi, je pense qu'on aura une scène dans une cage. Alors, où se situera-t-elle à la fin, au début? L'ancien maire, on le cite souvent, Claude Dillin, qui était l'ancien maire de Clichy-sous-Bois, disait que ces bâtiments, ces tours sont des favelas verticales. Et les cages d'escalier sont les ruelles. C'est-à-dire qu'il y a, c'est animé. On va retrouver pas que des vendeurs de drogue. On peut acheter des choses du commerce. C'est vrai qu'on est souvent dans le cliché, cage d'escalier, les dealers. Alors que non, c'est un lieu de vie Mm. avant tout. Moi, comme je dis, j'ai traîné longtemps dans les cages d'escalier parce que tu descends de chez toi. Nous, il n'y a pas vraiment de bar, il n'y a pas un resto, on peut aller se poser. Voilà, tu vas chercher ta petite canette, tu te poses en bas, t'es tranquille, t'es en bas de la maison, même plus jeune, les parents, ils savent que t'es là, c'est plutôt rassurant, ils peuvent surveiller rapidement. Donc, c'est un lieu de vie avant tout. C'est une ruelle, c'est un café, c'est un bar, c'est un mélange de tout ça. Et justement, dans ce film-là, Bâtiment 5, dans la mise en scène, à l'inverse des Misérables qui était très explosif, c'est-à-dire que sur 1h45, c'est pratiquement qu'une journée, donc c'est très intense dans Les Misérables. Là, ça s'étend, on a parlé d'Abby, il y a plusieurs personnages, mais c'est plus une tranche de vie, où on va croiser différents personnages, on va rentrer dans les immeubles, on va être à l'intérieur des appartements, on va décorer un sapin de Noël. Vous avez travaillé sur ce rythme-là, sur cette mise en œuvre beaucoup plus apaisée? Bien sûr, c'était un vrai pari de se dire qu'on allait déjà faire un film différent des Misérables. Misérables, c'était un film coup de poing, caméra à l'épaule, il y avait une énergie qui était dingue. Et là, on s'est dit, on va poser les choses, même au vu du sujet, qui est le sujet du mal logement. Donc c'est un sujet où on se dit, à mettre en scène, c'est jamais évident. Comment on arrive à donner du rythme à tout ça? Donc il y a un gros travail de prépa, et notamment avec mon chef-op, Julien Poupard, avec qui on a énormément travaillé, des recherches, on s'est vraiment pris la tête sur la mise en scène et surtout qu'on a eu plus de moyens aussi par rapport aux Misérables. Misérables, on l'a fait vraiment avec 2 bouts de ficelle. Et là, on a quand même eu les moyens de le faire. Donc, en moyenne, on tournait avec 3 caméras, on a eu des drones, on a eu une grue. Donc, on a eu le temps d'installer les choses et de mettre le paquet sur la mise en scène. Alors pourquoi Jordan Jardin-Liné? Pardon, dans le scénario, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ellipses, parce que c'est un film donc, qui n'a pas la même respiration que les Misérables, et au montage, le travail avec Flora Volpelière. Aussi, c'est encore amusé avec l'âge, à essayer de créer encore plus d'ellipses, de voir justement trouver une écriture qui est propre au film. C'est là où je dis que c'est pas feignant. Voilà, c'est pour ça, c'est ça que je voulais vous dire. Pourquoi c'est pas feignant? On essaye des choses et. Mais quand on a plus de moyens, est-ce que finalement on se sent pas plus contraint aussi? C'est-à-dire on a des comptes à rendre, on a des budgets à tenir. Non, je dirais pas ça parce que j'ai envie de dire qu'on a eu un budget normal en fait. Misérable, on n'a pas eu d'argent. Vraiment, on l'a fait, ça a été à l'énergie, tous les habitants se sont impliqués, tout le monde a joué le jeu, c'était vraiment... Et là, vu qu'on a un peu plus d'argent, déjà, moi, ça me tenait à cœur de rebosser avec les mêmes équipes que les Misérables, donc les équipes techniques, les habitants, 80%. D'avoir une vraie continuité aussi. Bien sûr, 80% des acteurs dans le film sont des habitants du quartier, donc ça me tenait vraiment à cœur. Et oui, on a eu juste un budget normal, on a payé les gens normalement, j'ai pu avoir, au lieu d'une caméra, j'en ai eu 3, ça permet d'avoir différents plans, de rythmer les choses, et même avec la monteuse, on a eu un deuxième travail d'écriture aussi en montage, donc voilà, tout ça se construit, et on a pu le faire dans des conditions qui étaient plutôt cool. Mais peut-être grâce aussi à deux producteurs extraordinaires qui sont les productions SRAB, donc Toufik Ayadi et Christophe Barral. Moi, quand je travaille sur des scénarios, allez, un mois avant le tournage, on me donne le scénario, on me dit, est-ce que tu peux enlever 15 pages? Est-ce qu'on peut couper? Parce que on a moins d'argent que prévu. Ici, c'est pas parce qu'il y a eu plus d'argent, c'est qu'on sent qu'il y a des séquences intéressantes, des choses qu'on va aller chercher. Et c'est assez rare que des producteurs me disent, mais t'as pas une idée pour une autre séquence avec l'âge, essayer d'inventer une autre séquence sur tel thème parce que les comédiens sont super, parce que le décor est là, et parce qu'on peut aller plus loin. J'ai pas d'autre expérience, en tout cas, en même temps, production c'est sûr française. Que les scénarios, ils évoluent tout le temps jusqu'au tournage, et même pendant le tournage, des fois, je rappelle Giordano, écoute cette scène, on peut pas la réécrire, il y a un truc qui marche moins. Ouais. Pendant les répètes avec les comédiens, pareil, moi je prends plein de notes, je me dis voilà, cette phrase là, est-ce qu'on peut pas rajouter plutôt ça? Enfin, ça se recrée on se laisse cette liberté de se dire que le scénario évolue jusqu'à même pendant le tournage, quoi. Sur l'usage des drones, la semaine dernière, on a reçu le cinéaste Wim Wenders, qui trouve que les drones, le problème des drones, c'est que c'est le point de vue de personne. Personne
personne ne peut avoir une vue d'un drone. Moi, personnellement, je suis pas d'accord avec ça. Je pense que justement, ça permet d'avoir un point de vue qu'on n'aurait jamais. Bien sûr, bien sûr. Voilà, nous, ce point de vue, on l'a utilisé pendant Les Misérables. C'était le point de vue de Buzz, l'œil de Buzz. Voilà, et puis c'est l'intrigue même. Dans c'est l'intrigue même. Et moi, pour avoir filmé ce territoire pendant plus de 15 ans, j'ai toujours eu ma caméra, j'ai toujours surveillé ce qui se passait. Donc, oui, le drone. C'est quoi, c'est un truc de surveillance? Ça permet des visions qu'on n'a jamais? Bien sûr, moi, j'ai fait du cop watching pendant 10 ans. Quand les policiers intervenaient dans le quartier, je sortais ma caméra parce que je me rendais compte à chaque fois, je sortais ma caméra, j'ai l'impression de sortir une âme. Ça calmait tout le monde, en fait. Ça calmait et les policiers et les habitants. Ça me permettait d'archiver, ça me permettait aussi de témoigner quand ça se passait mal, jusqu'au jour où j'avais filmé cette bavure policière, une vraie bavure policière. J'ai décidé de publier la vidéo et suite à ça, il y a une enquête de l'IGS et c'était la première fois en France où les policiers étaient condamnés suite à la diffusion d'une vidéo. Donc je me rendais compte de la force de ma caméra. Et bien sûr, ça nous a beaucoup aidé. À chaque fois qu'il se passait un truc, mon téléphone sonnait, viens, il y a un problème, sors ta caméra. Et c'était une façon aussi de nous protéger. Et puis voilà, et dans les films, voilà, cette caméra est toujours présente. Avec Buzz, le personnage de Buzz, qui filme ce quartier avec ce plan de drone, avec l'ouverture du bâtiment 5, on a toujours ce plan de drone. Et puis le moment de l'évacuation qui est assez folle. De ce bâtiment 5 et où on voit le drone permet justement de mesurer l'ampleur en fait d'une. En même temps, ça permet d'avoir une cartographie de la ville, de comprendre où est-ce qu'est situé ce quartier, au milieu de nulle part, entre la forêt et le centre-ville, mais on comprend que le quartier est vraiment isolé et ça permet de vraiment comprendre les lieux. C'est vrai que le drone est surutilisé aujourd'hui, et surtout dans des séries, parce que ça permet d'avoir beaucoup d'images un peu spectaculaires. Très rapidement. Un peu de la facilité. Tout le monde tourne les voitures de la même façon. On suit une voiture au milieu de la forêt. Enfin, des choses comme ça sont tellement utilisées que ça devient un peu chiant, quoi. Mais quand on parle d'urbanisme, de logement, de quartier, je trouve ça intéressant parce que à la grande époque, il fallait un hélicoptère pour faire ces plans-là. Mais c'est des plans à $1 million, on appelait ça. C'était pas donné à tout le monde. C'était le plan d'ouverture de Shining. On suit cette voiture. C'était un symbole de renommée du film, presque d'argent mis dans le film. Mais en tout cas, d'un point de vue de mise en scène, c'est assez fort parce que ça crée quelque chose, un regard qui est plutôt omniscient. Et c'est un regard inquiétant, justement parce qu'on ne sait pas qui c'est. Et la scène d'ouverture de Shining, c'est un film fantastique, un film d'horreur. On accompagne cette voiture et on se dit mais pourquoi on va se perdre dans cette montagne. Donc c'est assez puissant et l'un des plans importants du film, je ne vais pas dire lequel, c'est un travail comme ça qui nous renvoie, je crois, à quelque chose qui écrase les humains. Ça les rend encore plus petits et c'est ça qui est assez beau, en tout cas dans la façon dont là je travaille le drone. C'est pas un gadget comme on voit beaucoup aujourd'hui. Merci beaucoup à vous deux, Lajli et Giordano Gederlini. Demain, sur les écrans, on pourra voir, et allez-y, votre film Bâtiment 5. Pour terminer, il va falloir vous mettre d'accord. On a choisi 2 chansons, soit une chanson sur Les Misérables, soit une chanson sur les bâtiments. Laquelle souhaitez-vous écouter? Vous pouvez vous concerter. Lajli, allez-y. Allez, les bâtiments. C'est parti. Une pierre sur une pierre, ça ne fait pas grand-chose. Une pierre sur 2 pierres, ça peut faire un petit banc. Une pierre sur 3 pierres, quand on les superpose, ça fait le début de tout un bâtiment. Oui, vraiment. Une bouteille de vin blanc, quelques sacs de ciment pour faire marcher tout ça, un bon coup de huile de bras. Et les gars, quand le bâtiment va, tout va, tout va. On entend chanter les villes et les campagnes. Quand le bâtiment va, tout va, tout va. Partout il y a de la joie quand le bâtiment va. Un petit morceau de bois, c'est une étagère. 2 petits morceaux de bois, ça peut faire un palier. 3 petits morceaux de bois, pour peu qu'on sache y faire. Nous voilà bons pour tout un escalier. Hop, ça y est, un marteau, quelques clous, un rabot et surtout pour faire marcher tout ça, un bon coup d'huile de bras. Et les gars, dans le bâtiment va, tout va, tout va. On entend chanter les villes et les campagnes. Quand le bâtiment va, tout va, tout va. Partout il y a de la joie quand le bâtiment va.
Annie Cordy, Quand le bâtiment va, une chanson que vous n'entendrez pas dans Bâtiment 5 de Lajli et Giordano Gederlini. Un grand merci à vous deux et un grand merci à l'équipe des Midis de Culture qui sont préparés tous les jours par Aïssatou Endoy, Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Zora Vignier, Laura Dutèche-Pérez et Manon de la Selle. Réalisation Nicolas Berger, prise de son Alex Dang. Pour écouter cette émission, rien de plus simple. Rendez-vous sur le site de France Culture, à la page de l'émission et sur l'application Radio France. Merci Nicolas, à demain. À demain Géraldine. Tout va, partir de la joie dans le bâtiment.